Je repasse en affichage normal. On voit que les blocs collent aux marges. Et point de vue positionnement des images, si elles étaient correctes dans la version A4, elles vont rester à peu près correctes quand même dans la version lettres, puisqu'on reste dans un format vertical. C'est pas comme si on était passé en horizontal, où là, les proportions des blocs vont complètement changer. On va passer de blocs verticaux vers des blocs plus horizontaux. Il faudra repositionner manuellement les images. Mais là, normalement, ça devrait être pas trop mauvais. Alors, il faut savoir qu'avec la version 2019 et les suivantes, cette fonctionnalité s'est améliorée. Avant, vous n'aviez pas cette possibilité d'ajuster la taille des polices. Et ça se faisait moins bien, en fait. D'une manière générale, c'était plus foireux. C'était déjà une aide pour ne pas devoir faire tout manuellement. InDesign faisait déjà une partie du boulot. Mais là, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Monsieur ? Donc, le cadre noir qu'on voit là, c'est le bord de la page. Ouais, et ça, c'est la marge en rose. Donc, le bord de la page, mais maintenant, si tu passes en affichage aperçu, là, tu vois que tu as des pages qui sont plus carrées. Ce n'est plus de l'A4 vraiment. C'est moins vertical. Ça s'est élargi. Alors, oui, la marge, elle était déjà là en A4, cette marge assez importante de 20 mm ici, de 30 mm ici. Oui, si on veut voir les marges, vous pouvez aller dans la palette page, et vous pouvez aller cliquer sur la page gauche du gabarit A, avec la touche majuscule, cliquer sur la page droite du gabarit du dernier, là le G. On a sélectionné tous les gabarits de la page de gauche du A vers la page de droite du G. Et vous allez dans page, marge et colonne. Donc dans la version anglaise, c'est menu Layout, marge et colonne, Margin and Columns. J'ai pas un très bon anglais, donc je vais après faire une petite collecte pour que vous me donniez de l'argent pour aller faire un petit stage à Londres. C'est le but, en fait. Je rigole. Et donc voilà, 20 mm de marge du dessus, 20 mm en dessous. Le petit fond, c'est la marge qui est près de la reliure, c'est ce qui est au centre de la double page, 30 mm, parce qu'on ne veut pas que le texte aille trop près de la reliure. 20 mm de grand fond. Alors, ça aussi, ça pourrait se modifier si on cochait ici « Ajuster la mise en page ». On pourrait modifier ça. On va le faire après. Et donc ta question c'est, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le texte soit plus près du bord? Eh bien non, justement. Non. Plus vous remplissez une page, plus le document fait bas de gamme. Plus il y a d'espace et que ça respire, plus il fait haut de gamme. Et justement, ceci, au départ, le document, d'ailleurs vous le connaissez, vous avez travaillé sur une version du document précédemment, il avait le texte et les images plus près du bord. Et c'était moche. C'était pas bon. Ce document-ci, avec le texte plus éloigné des bords, c'est mieux. Il n'est pas nickel, hein, c'est un document en cours d'élaboration. Faire le design d'un magazine, ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Ce qu'il y a par contre, il y a des choses qu'il faudra régler, notamment les gouttières entre les blocs texte, l'espace entre les blocs texte. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace. Voilà, il y a plein de choses à régler. Hein. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait des grandes marges, c'est bien. Gardez ça à l'esprit. Vous voulez donner un aspect bas de gamme à votre document, remplissez à fond. Vous voulez que ce soit haut de gamme, faites des espaces vides. Ça peut être des espaces avec des fonds colorés, des dégradés colorés, des images, une partie d'une image. Vous avez une image sur tout un double A4 ou double page, et certaines parties de l'image, il n'y a pas de texte qui vient dessus, c'est un espace vide. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on serait amené à vouloir faire un document bas de gamme en faisant du remplissage ? Ben, quand on fait de la publicité de ses produits, quand vous faites un catalogue pour vos produits, typiquement, allez voir ça, des catalogues de produits. Si on veut donner l'impression que c'est pas cher, que le vendeur ne prend pas beaucoup de marge bénéficiaire, ben il va faire un document où il ne va pas laisser 1 cm² inutilisé sur ses pages. Et les gens inconsciemment vont voir ça. Tiens, ce magasin, il ne gâche pas de l'argent à imprimer des pages avec du vide. Tout est rempli et c'est riche visuellement, mais c'est moche.
Voilà, donc, sachez-le. Parfois même, on fait de la photogravure, c'est-à-dire de la retouche des images pour l'impression, pour que les images soient plus moches que ce qu'elles pourraient être. On fait jouer un script sur les images, on les ternit, on les salit, on les rend floues. Ça donne une impression bas de gamme, même si l'imprimeur peut faire une impression correcte. Vu qu'on lui donne un fichier avec des images pourries, ça va être pourri à la sortie. Là aussi, le but, c'est de faire passer le sentiment qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent dans la publicité et que donc, quand on dit qu'on est le moins cher, c'est parce qu'il y a des raisons. On ne dépense pas beaucoup d'argent en publicité. Vous voyez, ben c'est faux, en fait. Donc c'est bizarre parfois, hein, le monde de l'impression, parfois le monde de la communication, parfois faire des choses moches, ça, c'est voulu et c'est payant. Contrairement à ce que vous pourriez croire, on ne va pas toujours vers le plus beau, on va vers le plus adéquat par rapport à la clientèle visée et aux produits vendus. Le plus adéquat, le design le plus adéquat, la communication la plus adéquate. Ok, alors... On a fait un petit test là de transformer au format lettre verticale, c'est pas mal. Faites un test pour transformer au format lettre horizontale, pourquoi pas. Comme ça, vous allez voir si ça fonctionne. Fichier, ajuster la mise en page. Il suffit d'aller cliquer, vous avez toujours l'option là qui est cochée. Il suffit d'aller cliquer sur demander mise en page horizontale, voilà. Paysage. Ok, et ça va calculer. Bon, il met un petit message, des objets n'ont pas été ajustés, je ne sais pas lesquels, mais techniquement, voilà, je me retrouve avec un format lettre horizontale. Donc c'est pas mal, ça. Donc ça veut dire que quand vous devez faire un document InDesign, vous ne devez pas nécessairement tout réinventer depuis le départ. Vous pouvez adapter un document existant, même son orientation et ses proportions. Parce que faire tout un document depuis le départ, ça demande beaucoup d'heures. De faire le gabarit, la structure, la grille, d'aller mettre les blocs avec les bons réglages d'image, auto-redimensionnement, des choses comme ça, de faire tous les styles de texte, de caractères, de styles d'objets. C'est un travail de metteur en page. Et le but ici de la formation, c'est pas de faire de vous des metteurs en page, c'est de vous permettre de communiquer par le papier éventuellement, rapidement, en démarrant éventuellement d'un document existant. Pourquoi ? Parce que la communication par le papier est toujours intéressante. Si vous voulez faire un dossier pour vendre un produit, une brochure pour vendre un produit, un flyer, une plaquette, un rapport d'entreprise, une mise en page correcte aide à faire passer le contenu du texte. C'est pour ça que dans les universités, quand les étudiants rendent des travaux, il y a des mises en page imposées. Parce qu'on sait très bien qu'une bonne qualité de mise en page chez certains étudiants pourrait influencer la perception de la qualité du travail, le fond du travail. Donc, voilà. Alors, vous m'avez dit que vous avez des lignes horizontales grises à la place du texte, mais quand vous zoomez, vous voyez le texte réapparaître. C'est parce qu'il est devenu un peu petit. Alors, c'est ce qu'on appelle le seuil de faux texte. C'est vrai que ça peut être ennuyeux quand on zoome en arrière, on veut avoir une vue d'ensemble sur ces images, sur ces pages, et on a des lignes horizontales, on n'a pas ce gris vibrant du texte réel. Bon, mais ça peut se modifier. Vous allez dans Édition Préférences sur PC ou dans InDesign Préférences, et vous allez pouvoir aller modifier ça à un certain endroit qui est Performance d'affichage. Display Performances en anglais, je pense, un truc comme ça. Dans les préférences, menu édition, préférences si vous êtes sur un PC, menu InDesign préférences si vous êtes sur un Mac. Les performances d'affichage, vous avez ici le seuil de faux texte. Chez moi, il est sur 1 point. Ça veut dire que je peux zoomer fort en arrière. Les lignes horizontales grises n'apparaissent jamais. Chez vous, il est sur 7 points, certainement. Mettez-le sur 1 point et peut-être pas tout de suite, ça dépend des ordinateurs. Parfois, il faut relancer InDesign, mais peut-être que tout de suite, ça va marcher. Vous allez voir que quand vous zoomez en arrière, maintenant, ces lignes grises n'apparaissent plus. Mais évidemment, ça demande plus de calcul de la part de l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur faiblard, un mulet, ça risque d'être un peu pénible. Voilà, c'est le seuil de faux texte.
Chez vous, et c'était mis sur 7 points, ça veut dire que si le texte, en zoomant en arrière, fait moins de 7 pixels de haut, il se transforme à l'affichage en ligne grise. À l'affichage, pas à l'exportation du PDF. C'est juste l'affichage. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir le texte réel. Comme ça, on zoome en arrière, on a une vue d'ensemble sur la page, on voit ce que ça donne. Voilà, vous pouvez enregistrer le document, je vais l'appeler 154. C'était juste des petits tests très intéressants, à mon sens, de voir que la mise en page peut être modifiée par InDesign quand même. Je ferme le document quand je l'ai enregistré. Et on va réouvrir le document 152. Donc, vous pouvez éventuellement, pour avoir plus facile, faire menu fichier, ouvrir une composition récente et aller chercher la version 152. Au passage, je vous dis que si vous me donnez à vos documents des noms très longs, vous allez être ennuyé, parce que la fin du nom n'apparaîtra pas dans la liste, et savoir quelle est la version, vous ne le saurez pas. Donc ici, c'est un nom tout court, donc ça va. Voilà. Version 152, on est revenu vers notre document vertical, au format lettre, si je vais dans Fichier, format de document. Voilà, c'est format lettre ici. OK. Ah oui, cette fonction de redimensionnement est également utile quand vous avez fait une affiche pour un événement et vous voulez faire le flyer. Eh bien, demandez à InDesign de redimensionner l'affiche au format flyer. Il va vous repositionner les éléments et vous n'aurez plus grand-chose à faire. Hein, il faudra corriger peut-être un peu le texte, le positionnement des éléments, mais c'est à ça que ça sert aussi. Cette fonctionnalité, c'est de faire différentes variantes. Une affiche horizontale, une couverture de livre verticale, un flyer, une première page de brochure, tout ça au départ d'un même document de départ, vous faites des variantes. Voilà. Oui, à propos de variantes, dans InDesign, il y a un système qui s'appelle créer une variante de mise en page. C'est un système plus récent, mais plus complexe, qui ressemble un peu à ce qu'on fait en web. Quand vous faites du responsive design, vous devez déterminer, tiens, tel objet, voilà comment il réagit quand la dimension de l'écran change, quand l'orientation de l'écran change, tablette verticale, tablette horizontale. Il faut pour chaque objet indiquer des pourcentages, vous connaissez si vous faites du web. Et bien c'est à peu près la même manière là. Et les variantes de mise en page vont utiliser la mise en page liquide. Si vous voulez aller voir dans le menu page, mise en page liquide, vous allez un peu voir comment ça fonctionne. C'est une palette spéciale. Et comme vous le voyez déjà à l'arrière, là il y a un objet qui se sélectionne. Voilà. Vraiment. Donc je ne vous le montrerai pas ça. C'est utile, notamment quand on fait des magazines interactifs pour tablette. C'est sympa qu'on donne la possibilité à l'utilisateur de tourner la tablette dans le sens qui lui plaît, vertical ou horizontal. Et on peut même, si on veut, mettre des informations et des images différentes dans les versions verticales et horizontales. C'est possible. Bah, pourquoi pas? Donc InDesign permet de faire des magazines interactifs qui sont disponibles via l'Apple Store, là. Apple Store et le Play Store de Google, c'est ça, hein. Voilà, pour Android ou pour iOS. Il y a plein d'outils gratuits pour faire ça, et je pense que certains parmi vous ont déjà utilisé notamment Twixel, c'est ça? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Vous avez fait ça en secondaire? D'accord, et c'était bien? C'était dur à comprendre, oui, c'est un peu compliqué. Twixel, et oui, parce qu'en fait, c'est de l'HTML avec manifeste. Donc, c'est de l'HTML spécial qui nécessite ce qu'on appelle un manifeste pour fonctionner.
Mais voilà, et je pense que Twixel est gratuit pour faire un document InDesign, un magazine prévu pour la presse écrite, pour le transformer en magazine interactif, c'est gratuit. Vous avez ici un autre qui est connu, mais il y a une douzaine de solutions qui existent en fait, si pas plus. Hein. Ici, c'est Aquafadas. Tiens, il n'est plus là. Il a disparu. OK. Alors, pour quelle raison ? Parce que je suis à une résolution trop faible sur mon écran ici. Mais Aquafadas, c'est une autre solution de Rakuten, une grosse boîte japonaise que vous connaissez peut-être. C'est eux qui font Viber notamment. Voilà. Et c'est aussi gratuit. Sauf que là où il faut payer, c'est quand vous devez mettre sur les serveurs. Dès que vous devez poster votre application sur les serveurs, votre magazine interactif, là, c'est là qu'il faut payer l'espace serveur. C'est pour ça que les applications pour le faire sont gratuites. Vous payez, à l'éditeur de l'application la mise en ligne, et eux-mêmes doivent payer une mise en ligne à Apple ou à Google Play. Pour mettre un magazine interactif sur Google Play ou quoi que ce soit comme application, c'est plus facile que pour Apple. Pour Apple, ils ont une politique qui regarde la qualité de l'application. Ils sont vraiment difficiles. C'est pas certain que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme application, comme magazine interactif sur l'Apple Store. Il faut que ce soit validé. Sur le Google Store, c'est plus cool. Et vous le savez, si vous connaissez iOS et Android, vous voyez que sur Android, il y a beaucoup d'applications et de jeux qui sont pourris. Ce qui est moins le cas normalement chez Apple. Adobe a sa propre solution intégrée à InDesign pour faire des magazines interactifs. Ça s'appelle DPS. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Il faut avoir la version entreprise de InDesign. Il y a peu de personnes qui l'ont. C'est pour les grosses boîtes. Ou alors il faut retourner à la version 2014 de InDesign, où là, c'est toujours d'office intégré. Et vous pouvez installer les anciennes versions de InDesign. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est quand même intéressant, je pense... notamment pour ceux qui vont faire du web ou de la publication de magazines, parce que c'est complémentaire maintenant, hein, les magazines interactifs pour tablette, et c'est encore différent du livre EPUB, du livre interactif. C'est encore autre chose de livre interactif. Un peu plus facile, mais moins de possibilités au niveau du design. Alors voilà, je vous propose de modifier les marges, notamment la marge du bas. Elle est à 20 mm actuellement, et il se trouve que quand on fait une composition, et c'est valable aussi quand vous encadrez un tableau, vous avez intérêt à ce que la marge inférieure soit plus grande, pour asseoir, comme en quelque sorte asseoir sur un socle ce qui est montré. Donc si vous faites un passe-partout, un cadre autour d'une photo ou d'un tableau, c'est quelque chose qui est connu en graphisme, vous avez intérêt à mettre un peu plus d'espace sur la partie du bas. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Oui. On vous en a parlé dans l'école de graphisme. Et vous faisiez déjà ça? Mais ça te dit quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour arriver à modifier les marges de tout le document, on va devoir aller modifier les marges sur les gabarits. Donc, vous êtes dans la palette page, vous cliquez sur la page de gauche du gabarit A. Avec la touche majuscule, vous cliquez sur la page de droite du gabarit G. Donc, c'est toute une hiérarchie de gabarits, des gabarits en cascade. Il y a le gabarit A qui est le grand-parent. C'est le parent du gabarit B et du C, qui eux-mêmes sont les parents du D, du E, du F et du G. D'accord? Donc il y a 3 niveaux de gabarit. C'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Mais vous connaissiez déjà un peu les gabarits, je pense. Hein? Vous n'êtes pas nouveau dans InDesign. Ok, mais en tout cas, voilà, tous les gabarits sont activés. On va aller dans le menu page, marge et colonne. Ici, je vais peut-être décocher la case aperçue parce que mon ordinateur est assez lent. Il est un peu malade ces temps-ci, donc je ne vais pas demander que pendant que je modifie les valeurs dans la boîte ici, ça se mette en temps réel derrière, à jour. Donc on est dans le menu page, marge et colonne, menu layout, marge et colonne, voilà.
Et la petite... évidemment, puisqu'on a déjà des valeurs différentes pour le petit fond par rapport aux autres, la chaîne est cassée. Et vous allez augmenter ici de pieds, vous allez peut-être mettre 30 mm. Voilà. OK. Ça devrait recalculer toutes les pages. Voilà. On a plus d'espace sur le bas de la page. Et ça peut être plus harmonieux éventuellement. Maintenant, chaque document, vous allez le créer et vous allez prendre des décisions en fonction de la cible. D'abord, il faut aller voir, tiens, quel est le style de document qu'on fait d'habitude? Je fais un document pour vendre du matériel de jardinage. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce que les gens qui achètent du matériel de jardinage ont l'habitude de voir? Parce que c'est ça toute la difficulté quand on fait un document de mise en page, c'est qu'il faut qu'il soit original, différent de ce que les concurrents font, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop différent, sinon ça perturbe. Tiens, c'est pas habituel comme brochure de jardinage, c'est bizarre. Vous voyez, donc il faut vraiment observer le marché et arriver à se démarquer, mais sans trop se démarquer. Voilà. Ok, on va enregistrer le document. Alors, je vais l'enregistrer sous le nom 155. Hein. Vous n'aviez pas encore de document 155. Voilà. Alors, on va s'intéresser à la numérotation automatique. Vous avez des numérotations automatiques là qui sont un peu particulières, elles se sont allongées parce que ça ne collait pas aux marges, le bloc ne collait pas aux marges, alors voilà, il a été explosé. Donc, la numérotation automatique, où se trouve-t-elle? Eh bien, elle est dans le gabarit de base, c'est de là qu'elle vient, et elle est reportée dans les enfants de ce gabarit et dans les petits-enfants de ce gabarit. Donc, on va aller travailler dans la palette de page, on va double-cliquer sur le A master, le gabarit A, et on va aller régler la numérotation là-dedans. Donc vérifiez bien, en bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué que vous êtes sur le A master. Ça se voit, il y a ces superbes lignes roses horizontales. Alors, quand vous essayez de sélectionner une des balises, celle de la page de gauche par exemple, avec la flèche noire, ça ne fonctionne pas. Ce qui se sélectionne, tiens, c'est le bloc qui a été mis en fond pour ternir le blanc de la page, sauf aux endroits des photos. C'est une petite astuce vraiment que vous pouvez appliquer quand vous faites des publications de tout type d'impression sur fond blanc, tout type de site web ou d'application sur tablette ou smartphone sur fond blanc. Mettez un fond gris clair. Vos images, les parties blanches des images vont rester blanches et vos images vont avoir l'air péchues, vont avoir l'air bien contrastées. C'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a ces deux rectangles gris clair. C'est pour que les images dans le document aient l'air plus péchues. Alors, on va aller voir dans la palette des calques. Menu fenêtre calque. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur le calque fond de page qui contient ces blocs gris, justement, mais ça n'a aucun intérêt de travailler sur eux. On va verrouiller ça. Alors, évidemment, en anglais, c'est layers, les calques. Voilà. Et on va aller déverrouiller le calque numérotation parce que je suis bodor que les balises de numérotation ont été mises là-dedans si le document était bien fait. Donc, tout est verrouillé sauf le calque numérotation. Et maintenant, quand vous essayez de sélectionner ça avec la flèche noire, ça fonctionne. Donc, vous avez sélectionné le bloc de numérotation sur la page de gauche. Vous êtes allé dans le menu Fenêtre, Style d'objet. Vous avez vu que cet objet, ainsi que la numérotation de la page de droite, utilise un style d'objet qui permet de modifier éventuellement les deux blocs ensemble. Et vous avez vu que depuis que le style d'objet a été fait, le bloc, visiblement, les deux blocs d'ailleurs, ont été manuellement modifiés dans le gabarit A. Et vous avez testé avec la touche Alt, clic, la réapplication du style sur le bloc. Et vous vous dites, tiens, au moment où on a fait le style, c'était bien moche. Donc j'annule la réapplication du style. Le petit signe plus revient. Donc par rapport à l'objet, la description dans le style d'objet n'est pas bonne, ça ne correspond pas. Avec la touche Alt, on a vu, on peut réappliquer, mais c'est pas bon, j'annule. Ce qu'on va faire, c'est
updater le style, le mettre à jour le style en fonction de l'état actuel de l'objet. Et pour ça, il suffit d'aller dans le menu de la palette style d'objet et demander redéfinir le style. Le petit signe plus disparaît, l'objet reste le même, c'est synchro, le style décrit exactement ce qu'on est en train de voir là. Vous comprenez la logique ? C'est très intéressant parce que ça fonctionne comme ça aussi pour les styles de paragraphes, les styles de caractères, les styles de cellules, de tableaux, etc. Le fait que quand on fait Alt-clic, ça force l'application du style sur l'objet sélectionné. Le fait que quand on fait menu de la palette des styles, redéfinir le style, c'est l'objet qui modifie le style, qui le met à jour. Ah tiens, bizarre. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné ici, je vais revenir quand même en arrière. Voilà, redéfinir le style. Ouais, il me change ma police. Ça, c'est ennuyeux. Il va peut-être falloir aller indiquer ici dans le style qui doit utiliser tel style de paragraphe. Essayez de double-cliquer sur le nom du style ici, bloc numérotation, vous double-cliquez là à droite, hein, sinon si vous double-cliquez dessus, c'est pour le renommer. On double-clique là à droite, ça ouvre la boîte. Ici, dans style de paragraphe, qu'est-ce qu'il indique ? Ah, style de paragraphe numérotation. Oui, d'accord, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe, c'est que le style de paragraphe numérotation, lui aussi, devrait être mis à jour. Donc, annuler la mise à jour du style d'objet avec CTRL Z sur PC, commande Z sur Mac. Vous avez le petit signe plus qui revient, on est d'accord ? On va aller voir les styles de paragraphe. Vous allez dans menu texte, style de paragraphe. Voilà. Et on voit que le style de paragraphe qui s'applique là-dessus est un style qui s'appelle numérotation. Et il est modifié. Ben oui. Certainement que dans le style, il est indiqué que c'est la police Papyrus, je pense. Et alors que manuellement, on a été mettre la police Arial entre-temps. Donc, la logique, c'est que, vu que le style d'objet utilise le style de paragraphe, je vais d'abord faire la mise à jour du style de paragraphe, puis je ferai la mise à jour du style d'objet. Ce n'est pas évident à comprendre, je suis d'accord. Peut-être que pour certains, c'est super évident. Pour d'autres, il faudra revoir ça. Mais ça fait partie des principes de mise en page. Donc, on est dans la palette style de paragraphe, on va dans le menu de la palette style de paragraphe, on fait redéfinir le style. Voilà, le petit signe plus est disparu à côté ici du numérotation. Ça veut dire qu'il est indiqué dans le style de paragraphe utilisé par cette balise que c'est Arial. Est-ce que ça marche chez vous ? Ok, ensuite, style d'objet. Là, on s'intéresse au bloc. Il faut faire la mise à jour du style par rapport au bloc tel qu'il est là actuellement, avec cette couleur-là, et non pas l'autre couleur criarde qu'on avait tout à l'heure quand on... Donc, redéfinir le style. Voilà, plus le petit signe plus à côté de style d'objet. Nickel, c'est parfait. Vous voyez la logique. Donc, là, j'étais encore assez éveillé, j'ai bu du café. Mais si je n'avais pas bu du café et que je n'étais pas éveillé, j'aurais dit qu'InDesign bug. Tiens, c'est bizarre, quand je fais la mise à jour du style d'objet, la police change. Et vous savez qu'en général, les bugs se trouvent entre le dossier de la chaise et l'écran. Ça aurait été le cas. Ouais, là, j'ai quand même perçu où était le problème. InDesign est un logiciel qui fonctionne bien. C'est reconnu comme étant un des meilleurs logiciels, des mieux programmés. Donc, et depuis le début, voilà. Il faut dire qu'Adobe aussi a redémarré depuis zéro en 1998. Ils ont redémarré la création d'un logiciel de mise en page depuis zéro, alors qu'ils possédaient déjà des logiciels de mise en page, notamment PageMaker. Donc, ça explique aussi pourquoi le code est propre et que les fonctionnalités sont nickel et que le logiciel, par les informaticiens, est reconnu comme étant très bon. Ok, alors, on va peut-être enregistrer ici. On va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Eh oui, 156. On va aller modifier la dimension des objets. Ça, je ne peux pas le faire par le style objet, parce que la dimension de l'objet n'est pas indiquée dans le style d'objet. Ce qui est indiqué, c'est juste la couleur de fond, de contour éventuellement, les arrondis, tout ça, c'est indiqué. Le style de paragraphe utilisé par l'objet. Mais par contre, les dimensions, c'est pas indiqué. Et donc, ici, vous sélectionnez le bloc et on va aller modifier ces dimensions là au-dessus. Vous avez les dimensions largeur-hauteur. Donc, XY, c'est juste le positionnement sur la page, hein, c'est pas ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est largeur-hauteur.
Donc je vais peut-être indiquer, je vois que la largeur là est à 5,9, donc je vais peut-être indiquer que je veux une largeur de 7, une hauteur de 7, touche tabulation, voilà. Et voilà, on a 7 sur 7. D'accord, vous n'avez pas cette barre qui apparaît là. Bon, ben on va la faire apparaître. Donc, et c'est là qu'il faut que je me souvienne comment ça fonctionne. Voilà, menu fenêtre, contrôle, c'est ce qu'on appelle la barre contrôle, qui vous donne une espèce de raccourci vers les palettes. Vous ne devez pas ouvrir chaque fois les palettes correspondantes à ce que vous voulez faire. Barre contrôle, voilà. Et donc ici, j'ai indiqué 7 sur 7. Alors, les arrondis. Bon, ils sont plutôt ennuyeux, les arrondis. Donc, on va les enlever. C'est moche. Mais ça peut être adapté à certains publics. Hein. Menu objet, option d'arrondi. Vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné. Menu objet, option d'arrondi. On va indiquer ici qu'on veut des coins. OK. La fenêtre propriété. Oui, c'est bien possible, oui, oui. Oui, aussi la truc contrôle au-dessus, voilà. Vous êtes en train de découvrir que les logiciels sont moins complexes qu'ils n'en ont l'air parce que, à différents endroits, il y a les mêmes choses qui sont montrées différemment. Alors voilà, ici, je vais inverser la case de fond et de contour. Voilà, j'ai fait passer j'ai fait passer le fond, la couleur de fond en couleur de contour. Bon, du coup, une lettre, un chiffre de numérotation de page blanc sur fond blanc, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller modifier dans ce cas-là? Non, pas nuancier. Ouais, oui, on pourrait créer une couleur dans le nuancier s'il fallait une couleur spéciale qui ne s'y trouve pas encore, mais ce qu'il faut aller modifier, c'est le style de paragraphe de la balise. On a vu qu'il y a un style de paragraphe qui permet de modifier les deux balises de page de gauche, page de droite d'un coup. Donc vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Voilà. Si je sélectionne le bloc, il m'indique quel est le style utilisé dans ce bloc, vu qu'il n'y a qu'un seul style. Sinon, il ne mettrait pas. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de modifier le style numérotation. Le bloc, vous n'êtes pas obligé de le sélectionner. Vous avez un style numérotation ici, vous double-cliquez à droite du nom, dans la palette des styles de paragraphe. En anglais, c'est menu Type, Paragraph Styles. Et Paragraph Styles, ça s'écrit sans des L, c'est juste la prononciation. Je rigole. Bon, arrêtez de me faire rire avec ces bêtises. Menu Type, Paragraph Styles. Voilà. Et alors, on double-clique à droite du nom du style et on va aller changer la couleur du texte. Voilà, voilà. Couleur des caractères, où est-ce que ça se trouve ici? Couleur des caractères. Et vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre du noir éventuellement. Si je veux voir ce que ça donne, j'enclenche la case preview, la case aperçu. Ah oui, c'est du noir à teinter. Parce qu'avant, bizarre ça. Vous avez ici la teinte, c'est du noir qui est tramé pour paraître gris. Vous pouvez choisir ici le tramage, le degré de tramage. Voilà. Jusqu'à 100%, on peut avoir du noir vraiment, mais c'est peut-être un peu plus classieux si on fait quelque chose de moins noir. On pourrait aller chercher la couleur quelque part avec la pipette, oui. Ce serait encore possible, mais il faudrait, je pense, cliquer sur l'échantillon là, peut-être, oui, et puis aller prendre la pipette là, et puis aller quelque part, n'importe où sur l'écran, peut-être. Oui, en prenant la pipette. Si vous double-cliquez là-dessus, je réponds à la question parce que je ne voulais pas parler de la pipette parce que c'est quand même dégueulasse, ces trucs-là. Je double-clique sur l'échantillon là. Je prends la pipette. Si je l'amène n'importe où là, ça ne marche pas, mais si je garde enfoncé et que je bouge, je peux aller n'importe où sur l'écran, aller puiser une couleur. N'importe quoi, en principe, ça marche. Ça ne marche pas ici, ça a marché tout à l'heure.
Oui, voilà, c'est parce que j'étais en zoom avant avec mon système débile. Mais voilà, même le fond bleu de l'écran là en dessous, voilà. Ok. Et ça a ajouté la couleur. Donc, vous pourriez afficher même un site web ou n'importe quoi dans votre navigateur derrière et aller puiser des couleurs là-dedans si vous voulez. Vous savez, vous avez un site web, les couleurs sont superbes, je vais faire une mise en page avec ces couleurs-là. C'est pas sous copyright, les gammes de couleurs. Vous pouvez, comme ça, avec ce système, aller chercher ailleurs que dans InDesign. Il suffit d'afficher le navigateur sur l'écran avec ce qui vous intéresse. Voilà, voilà. Oui, il faut appliquer. Voilà. OK. Voilà. 100%, touche tabulation, parce que la couleur, si je veux vraiment avoir celle que j'ai puisée, il faut la mettre à 100%. OK. Donc tu fais remarquer que ça n'a pas modifié la numérotation à droite. Ah oui, ça c'est pas normal en fait. Parce que en effet, vu qu'on a modifié le style paragraphe, normalement ça aurait dû modifier la couleur aussi. Et quand tu zoomes, ça ne met pas à jour, c'est peut-être une question de mise à jour de l'affichage. Mais c'est pas très grave parce que par après on va aller s'occuper de la balise de droite. On verra. Tu as bien modifié le style de paragraphe numérotation. Bon. Bon, c'est pas grave, on va aller voir après. Ah, la couleur du A est bonne. Ah ben oui, donc, et la case n'est pas bonne, mais chez moi non plus, la case n'a pas changé. Logique, hein. On n'a pas encore été modifié les styles d'objets. C'est juste le style de paragraphe, le caractère à l'intérieur qu'on a changé. Donc tout à fait logique. Ok, donc il y avait une autre question, cette couleur brune sur le cadre, si on veut la modifier, ben, déjà je vais aller voir dans le nuancier si elle s'y trouve. Donc menu, fenêtre, couleur, nuancier, menu Window Color Swatches. Ah oui, on a un truc qui s'appelle fond numérotation. Ça veut dire que même sans avoir, et là je clique à côté, même sans avoir ce bloc sélectionné, si je vais modifier la couleur qui s'appelle fond numérotation, ça va la modifier. Là, voilà, je double-clique sur elle. Je vais peut-être la renommer, hein, parce que là, du coup, c'est plus fond numérotation, c'est contour numérotation, puisque j'ai inversé. Contour numérotation. Ensuite, case aperçue, et puis si on veut modifier, ben on modifie ici, et on voit directement derrière ce que ça donne. Ben oui, c'est pas mal, ça en vert, super. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'au moment où on a créé le style de paragraphe pour la numérotation, non, pour l'objet, je veux dire, pour l'objet dans ce cas-ci, pour l'objet qui contient la numérotation, au moment où on a créé le style d'objet, on a pensé, tiens, ce serait peut-être intéressant que la couleur soit dans le nuancier avec un nom particulier. Comme ça, si on veut juste modifier la couleur, on ne doit pas aller dans le style d'objet, on va juste modifier dans le nuancier. Bon, si vous arrivez à comprendre ça, ce qui n'est pas évident quand on est débutant, je peux comprendre, vous êtes déjà loin dans InDesign, hein, parce que ces questions de style, vraiment, c'est essentiel pour automatiser les choses. N'oubliez pas d'enregistrer, on va enregistrer là, je vais enregistrer document 157. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, si je veux que la balise de la page de droite ressemble à ça, bon, c'est vrai que je pourrais la supprimer et dupliquer celle de gauche, la mettre à droite, ce serait possible. Mais on va faire les choses réglo, c'est-à-dire qu'on va aller voir la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style, style d'objet. À part ça, il y a certaines écoles où ils apprennent la mise en page et les styles d'objets, ils n'ont jamais entendu parler. Hein. Je sais parce que parfois je dois former des professionnels en entreprise et je peux vous garantir qu'ils râlent. Comme c'est pas possible de se rendre compte que ça fait des années qu'ils perdent leur temps parce qu'ils connaissent pas. Mais enfin, en même temps, on n'interdit pas aux gens de se former. Il y a plein de systèmes pour se former. Voilà, il faut se former. La règle en infographie, c'est que quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, il faut tout de suite arrêter de le faire et aller voir sur Google s'il n'existe pas un système plus facile pour le faire. Parce que c'est pas normal de faire des trucs ennuyeux, pour ne pas utiliser d'autres mots. Alors, je sélectionne le bloc avec la flèche noire, bloc numérotation, je vais évidemment faire la mise à jour du style en fonction des modifications que j'ai fait là. Donc, redéfinir le style. Voilà, nickel. Le petit signe plus à côté de bloc numérotation a disparu. Le style décrit correctement tout ce qui est là.
Il me reste à aller sur la page de droite, sélectionner le bloc. Ah bah c'est déjà le cas. Il n'y a pas de problème, il utilise déjà le style, donc voilà, nickel. Bon, juste quelque chose qui ne fait pas partie du style, c'est la dimension du bloc, donc je sélectionne le bloc et on avait mis 7, je pense. Hein. Alors 7 en largeur, 7 en hauteur, touche tabulation, voilà. Au niveau de la position, est-ce qu'il est à la même hauteur que l'autre? Non? Faut que je vérifie, je suis sur la page de gauche, quel est le positionnement Y? 253,366. C'est bon? Ah ben parfait. Même chose pour celui-là alors, voilà. Position Y, voilà, c'est la distance par rapport au coin supérieur gauche de la page. Bon, excellent, donc maintenant, si on va sur toutes les pages, en principe, on a cette numérotation qui n'est pas encore finie, elle n'est pas nickel. Faut bien comprendre qu'elle n'est pas nickel, mais voilà, il faudrait la mettre plutôt en coin de page. Voilà. Elle va sur toutes les pages, y compris sur les images. Voilà, étant donné que dans la palette des calques, le calque numérotation se situe au-dessus, et c'est fait exprès, au-dessus des calques qui contiennent les images et les textes, et les images qui habillent, ben, ce qui se passe, c'est que il s'applique sur les images là. Donc c'est un peu pourri. Voilà. C'est un peu ennuyeux. Ah oui, c'est comme quand vous avez une publicité dans le magazine, il ne faut pas qu'il y ait de la numérotation qui vient dessus parasiter. Ah oui, tiens, il y a mon texte là, il faudrait le repositionner, parce que par rapport au museau de la bestiole immonde là. Ok. Alors, je vous montre juste ici, page 19 par exemple, si je voulais que le numéro n'y soit pas, il va falloir le déverrouiller. Mais non, on va le supprimer carrément. Avec, si on essaye avec la flèche noire de cliquer sur lui, ça va pas, parce qu'il vient du gabarit, c'est verrouillé. Il faut le déverrouiller par CTRL, SHIFT, clic, et voilà. Et vous pourriez enfoncer la touche suppression, mais moi, ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est d'aller dans le calque de numérotation, dire que vous enlevez l'œil en face de ce bloc de texte, il n'apparaît plus. Pourquoi? Ben parce que si jamais à un certain moment je change la mise en page à cet endroit-là, je vais pouvoir faire réapparaître facilement la numérotation. D'accord? Donc plutôt que d'enfoncer la touche suppression, le bloc que j'ai déverrouillé là, j'enlève l'œil tout simplement. Donc c'est CTRL majuscule, clic pour le... Mais attendez un peu, parce que ça le change aussi sur... Non, non. Oui, ça le change sur toutes les pages, vous avez peut-être raison. Non, juste sur cette page-là? Oui, juste sur cette page-là, oui. C'est à l'intérieur, hein, c'est le bloc de texte de cette page-là sur laquelle on est en train de travailler qu'on modifie. Donc là, j'enregistre le document sous le nom 158 et voilà. Bon, si vous avez loupé une étape, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est de garder la progression de tout ce qu'on a fait pour différentes raisons déjà expliquées précédemment.